messieurs, dames, savants, demoiselles, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Et donc aujourd'hui, on va essayer de décortiquer un peu les matchs de Ligue des Champions d'hier, c'est-à-dire le sommet, le match très attendu entre l'Atlético de Madrid et Chelsea, et puis finir avec le match qui a opposé la Lazio de Rome au Bayern Munich. On va commencer avec le match qui était finalement le plus attendu de la soirée du mardi, mais qui a finalement accouché d'une souris, mais victoire amplement et largement méritée pour les hommes de Thomas Tuchel, pour les Blues de Chelsea, qui à l'usure sont parvenus à venir à bout et à décrocher cette victoire face à une Atlético de Madrid très restrictive et très minimaliste. On a eu la configuration de match dont on pouvait s'y attendre, c'est-à-dire Chelsea qui va confisquer le ballon, qui va monopoliser le ballon, qui va essayer de se créer des occasions. Et de l'autre côté, un Atlético de Madrid, comme à ses habitudes dans les gros matchs, notamment en Ligue des Champions et même en Liga très couramment et très régulièrement, c'est-à-dire une approche minimaliste poussée à l'extrême possible, approche très restrictive, on se recroqueville derrière et on attend l'erreur de l'adversaire pour après l'exploiter. Mais sincèrement, quand je vois la compo de départ de l'Atlético de Madrid et que je vois des joueurs qui ont des profils quand même assez offensifs, Neymar, Félix, João Félix, Suarez, Llorente, Coque, Saúl, Correa, je me dis quand même, il y a de la matière pour proposer quelque chose, il y a de la matière pour oser un peu plus, il y a de la matière pour essayer de contrôler le ballon, de le faire tourner et d'être un peu pertinent dans l'utilisation du ballon, sauf qu'il n'en a rien été. On a vu un Atlético de Madrid qui est venu avec 6 défenseurs, Correa et Lemar qui défendaient sur toute la largeur sur les côtés, Diao Félix qui était obligé de renforcer la ligne de droit au milieu et en Suarez qui était évidemment tout seul devant. Alors la première période, ils n'ont pas été tellement inquiétés parce qu'ils n'ont pas concédé énormément d'occasions. Oblak n'a pratiquement rien eu à faire sur la première période, à part la frappe de Werner, mais c'était trop mou pour inquiéter la muraille mais voilà, sur la deuxième période, c'était abyssal, quoi. C'était invraisemblable. On a vu un Atlético de Madrid qui a pas qui n'a pas amené les ajustements, les adaptations nécessaires pour pouvoir à un moment donné essayer quand même d'essayer de proposer autre chose que le plan de départ, que le plan initial. Et au bout du compte, ils se sont fait sanctionner par une erreur défensive. Et ce qui est paradoxal, c'est que c'est une équipe qui est quand même cataloguée et très défensive. Et on voit que ces derniers temps, c'est une équipe qui encaisse beaucoup de buts et sur des erreurs largement évitables. Et on a vu ce but splendide de Giroud. Non, mais ce qui est paradoxal, encore une fois, avec Diego Simeone, c'est-à-dire qu'on le catalogue souvent comme un entraîneur pragmatique. Le pragmatisme, c'est un terme qui est un peu galvaudé, sincèrement. Mais voilà, moi, je pense que le pragmatisme, l'intelligence, c'est de pouvoir, à un moment donné, s'adapter aux qualités, aux caractéristiques de tes joueurs. C'est-à-dire que tu viens avec pratiquement 6 joueurs à vocation offensive. À un moment donné, tu as quand même de la matière pour essayer de trouver des décalages, pour essayer de se frayer des lignes de passe, des fenêtres de passe, combiner, jouer à 2, à 3, créer des triangles, être un peu cohérent dans la gestion du ballon, dans la manie un peu du ballon, avoir un peu plus d'audace, oser plus, tenter plus. Mais
quand tu vois que tu as un soirée sur le terrain qui n'est efficace que quand il est dans la surface de réparation, parce qu'on le sait, la surface c'est son milieu naturel, c'est là où il excelle le plus. Mais tu regardes son match, il passe 70-80% du temps à 50 mètres, 60 mètres des buts adverses. Comment tu veux qu'il performe dans ces conditions-là quand tu as un Zéro Félix qui est ami avec le ballon, pote avec le ballon, qu'il tripote très bien et qui n'est pas trop friand des efforts défensifs, tu le soustrais à plus défendre qu'à attaquer. C'est vraiment pas pragmatique. Et c'est quant à ce type de joueur, c'est pas forcément l'utilisation la plus idoine qu'il faut en faire. Quant à Lemar, Correa qui sont soustraits à défendre quasiment toute la rencontre, mais très bas, et ils ont eu que quasiment jamais eu l'opportunité de se projeter vers l'avant. Ils l'ont fait une ou deux fois, mais c'est très insuffisant. Quant à Llorente qui a un abattage de fou, de malade, qui sait perforer les défenses, casser les lignes avec la course, qui a une volume de course assez importante, qui a une vitesse de course assez impressionnante, qui a une bonne qualité de frappe, qui a le sens du but. Le mec était obligé quand même de jouer en tant que quatrième défenseur central, même pas latéral, il jouait quatrième défenseur central. Donc c'est assez méprisable finalement ce plan de jeu. Après, je veux bien, ça a bien fonctionné face à Liverpool la saison dernière, il y a eu des matchs où ça a fonctionné, mais à un moment donné, il faut se remettre en question. À un moment donné, quand, à force de répéter le même plan de jeu, à force de présenter les mêmes plats, les mêmes approches, au moment, les adversaires, ils s'adaptent. Les adversaires, ils vous comptent. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un football très développé, un peu dans l'ère moderne. On a un peu des vidéos où on décortique un peu tout, on analyse un peu tout. À un moment, les failles, on les découvre et l'adversaire, à un moment, il les exploite merveilleusement bien. Donc, du coup, dans ce football-là, pour réussir, il faut ajuster, améliorer et à un moment sortir un peu de sa zone de confort pour pouvoir surprendre et être moins prévisible. On a vu la saison dernière face à l'ASP où ils se font sortir de manière pitoyable. La saison d'avant face à la Juventus où là aussi ils se font sortir de manière pitoyable. Bien avant, ils ont été sortis dans les phases de poule. Donc en Ligue des Champions, c'est hyper pitoyable. Sincèrement, de l'autre côté, on a vu un Chelsea qui a su être patient jusqu'à trouver la faille. J'ai bien aimé le match de Mason Mount qui a été dans tous les bons coups. Sincèrement, c'est un joueur qui me donne des frissons. Giroud, jusqu'à son but, il n'a pas foutu grand chose, mais quand même son but vient je veux dire, il vient sublimer un peu son match. À chaque fois, on parle de lui, mais sincèrement, le nombre de beaux buts qu'il a mis dans sa carrière, je voyais un tweet sur Twitter, c'est assez redondant ce que je viens de dire là, mais ça disait que si on fait une compilation des buts d'Olivier Giroud, on pourrait faire croire aux générations à venir que le mec, en fait, c'était Ronaldo R9. Non, mais sincèrement, tu peux faire croire à tout le monde que le mec c'était une bête de genre, c'était un joueur classe mondiale, XXL, il n'a pas été ballon d'or parce qu'il est français. Non, je rigole, mais sincèrement, c'est un mec qui marque des bêtes de buts et des buts très importantes. On se souvient face à Rennes en match de poule, il rentre dernière minute, il marque un but qui donne la victoire à Chelsea face à Séville, 4 buts. Sincèrement, à chaque fois qu'il rentre, le mec il est présent
et il marque ses buts. Sincèrement, on a l'habitude de dire ah mais Giroud, on a l'habitude de louer sa tête parce que voilà, grosse force mentale, arrive toujours à se relever, jamais dans les plans initiaux, excusez-moi, de ses causes, que ce soit Conte, que ce soit Sarri, que ce soit Lampard, que ce soit Tuchel, parce qu'ils ont toujours mis d'autres attaquants devant lui, mais lui, il est quand même toujours arrivé à bouleverser, chambouler les plans de ses courses, jeux de tête extraordinaires, etc. Mais on oublie que le mec, il a quand même une patte gauche qui est assez remarquable et qui lui permet de marquer des retournées acrobatiques, qui lui permet marquer des pistes nettes en dehors de la surface de réparation. Il a une tête, mais quand même, son pied gauche, il est pas mal. Alors, ok, moi c'est pas un joueur qui m'épate, qui me séduit le plus, qui m'excite le plus. C'est pas mon football. Moi, c'est pas le numéro 10, le prototype parfait du numéro 10 que je souhaite, que je préfère. Mais sincèrement, gros respect à sa carrière, gros respect à sa carrière, ce qu'il fait en équipe nationale, ce qu'il fait en club, c'est juste remarquable pour un mec qui au départ n'a franchement pas les prédispositions ou le potentiel d'autres joueurs qui sont peut-être beaucoup plus affûtés et beaucoup plus appétissants à regarder jouer. Sincèrement, chapeau à lui. Et chapeau à Thomas Tuchel, 8e match, 6 victoires, 2 nuls. Il a battu deux gros, Atlético et Tottenham, alors qu'auparavant ça n'arrivait jamais. Chelsea perdait constamment face aux gros. Sincèrement, chapeau à Thomas Tuchel qui a complètement changé des choses dans cette équipe-là, qui a redonné confiance à plein de joueurs, Rudiger, Werner, Marcos Alonso, Jorginho, etc. Et sincèrement, chapeau à lui. Un mot sur le Bayern Lazio. Bayern qui était à bout de souffle en championnat, on avait un peu peur parce qu'ils avaient une défense mais vraiment poreuse et puis ils semblaient être très fatigués, perdre des points un peu inexplicablement ces derniers temps, mais ils ont donné une leçon de football à la Lazio, une leçon d'abnégation, détermination, de pressing, c'est-à-dire ils ont eu une qualité de contre-pressing à chaque fois qu'ils ont perdu le ballon, dans les secondes qui ont suivi, de façon spontanée, agressive, ils sont allés vraiment presser, étouffer, asphyxier les Lazianais. Ils ont provoqué les erreurs des Lazianais. Moi, je veux bien, la Lazio a donné 2-3 buts au Bayern, mais c'est la contrepartie, c'est que ces erreurs-là, elles ont été provoquées. Ça a été des choses des erreurs qui ont été provoquées parce qu'ils sont allés les chercher très haut, les asphyxier, les étouffer. À un moment, quand tu es sous pression, c'est difficile de s'en extraire, surtout quand tu as des défenseurs qui ne sont pas trop potes avec le ballon. Donc ça fait que Lewandowski, il se fait pas prier et il en a profité pour devenir le 3e meilleur buteur de la Ligue des Champions derrière Léo Messi et Cristiano Ronaldo. Bête de saison, bête de jour. Lui, Sané a fait un excellent match. Sincèrement, commande ce qu'il fait sur le but de Sané. Non, il a oublié que le défenseur, c'était peut-être un père de famille et qu'il ne fallait pas l'humilier en mondovision. J'ai beaucoup aimé le match de Musiala, du jeune Musiala, vraiment métronome dans cette position de numéro 10 en remplacement de Thomas Müller. Il a fait un excellent match, sincèrement. C'est un potentiel énorme pour tous les gens qui le suivent en Bundesliga régulièrement. Et c'est une pépite, quoi. Et il faudra en prendre soin de la manière la plus méticuleuse, la plus rigoureuse pour le protéger au maximum. Allez, c'était tout pour le débrief d'aujourd'hui. Donc, 3 matchs, 3 défaites pour les Espagnols. Aujourd'hui, le Real va jouer. On espère qu'il va un peu sauver l'honneur pour les Espagnols. Et on le dira jamais assez. Le championnat espagnol est dans une forme de régression assez accablante. Sincèrement, le niveau est accablant et faible et c'est un euphémisme de dire ça. Allez, on se donne rendez-vous pour le débrief de demain des matchs du Real et de Manchester City. D'ici là, continuez à liker, continuez à partager et n'oubliez pas, football plaisir, c'est ici que ça se passe.